débat de cette présidentielle. Plus que 19 jours avant le premier tour ici en Polynésie. Une élection qui s'annonce plus indécise que jamais. Pour y voir plus clair, nous allons tenter d'examiner les propositions de certains candidats en matière d'économie, d'éducation et de santé. Rappelons qu'il y a au total 11 candidats à l'élection présidentielle. Jacques Cheminade, François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Gilles Tautou. Avec nous, Thierry Alpha, représentant du parti Tapura Huraitra et qui soutient François Fillon, Éric Minardi également, représentant du Tenati Front National Polynésie qui soutient Marine Le Pen, Jackie Briand, secrétaire général de Heura Les Verts qui soutient Benoît Hamon, et enfin Heimana Gardé, référent en Polynésie du mouvement Marche d'Emmanuel Macron. Bienvenue. Rana. Et je rappelle que vous pouvez suivre ce débat sur notre page Facebook. Et on attaque tout de suite avec notre premier thème. Le premier thème aujourd'hui est consacré à l'économie. Thierry Alpha, François Fillon s'est engagé à maintenir la déficit jusqu'en 2027. Mais après, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Merci pour nous inviter cet après-midi à cette émission. François Fillon s'engage plus que ça pour les Outre-mer et notamment il souhaite créer un plan drastique pour faire baisser le chômage en Outre-mer parce que vous le savez tous que les jeunes sont très touchés dans nos îles par rapport au non-emploi et il souhaite donc baisser les taxes des entreprises en proposant notamment avec la Polynésie qui est compétente dans ce domaine, un pacte de stabilité et de développement. Nous obtiendrons et nous souhaitons obtenir donc des passerelles entre les différentes dotations qui existent aujourd'hui pour les DOM. Et nous souhaitons que la collectivité d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer du Pacifique accèdent aux mêmes moyens et une partie de ces moyens seront dédiés via ce pacte de stabilité. Celui que vous avez soutenu dans les primaires, Alain Juppé, avait le souhait de revoir la fiscalité, de baisser les impôts sur les sociétés. Il parlait même d'une fiscalité à part pour les Outre-mer. Ce projet a-t-il été repris par François Fillon ? François Fillon a un projet pour la France et il souhaite intégrer les collectivités du Pacifique dans ce grand projet de rayonnement et de développement de la France. Nous avons notre économie bleue qui est le plus fort potentiel de développement pour le territoire aujourd'hui. Le développement des ressources primaires à travers la transformation de produits, la recherche-développement entre la valorisation des brevets que détiennent aujourd'hui les instituts de recherche français pour une valorisation au niveau local et sera une priorité de notre gouvernement si François Fillon gagne. En tout cas, nous l'avons discuté avec lui. Pour vous, est-ce qu'il est nécessaire de revoir la fiscalité, voire baisser les impôts pour les sociétés qui sont en peine en ce moment au Chinois ? C'est une compétence purement polynésienne, donc c'est le gouvernement et l'Assemblée qui ont la main sur la fiscalité polynésienne. Bien sûr qu'il est important de donner aussi une visibilité à nos entreprises, soutenir la création de nouvelles entreprises. Ce n'est que par ces petites entreprises que nous créerons des dizaines de milliers d'emplois. Alors, Heimana Gardé, vous êtes le représentant d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, justement, prévoit d'investir 150 milliards de francs en Outre-mer pendant 5 ans. Pensez-vous que ça soit suffisant ? On sait par exemple aujourd'hui en Guyane, les Guyanais réclament 200 milliards de francs, 2,5 milliards de francs, 150 milliards pour tous les Outre-mer. Ça paraît peu finalement ? Pour l'instant, les Outre-mer, c'est surtout 5 milliards d'euros qui seraient au minimum mis à disposition pour les premiers projets qui seront là, donc qui pourront être prélancés. Mais aujourd'hui, par exemple, là, en Guyane, Erika Barech a proposé plus d'1 milliard d'euros. Les Guyanais ont répondu que ce n'était pas suffisant, il leur fallait plus de 200 milliards de francs pacifiques. Vous pensez... non, la Guyane, au-delà de l'outre-mer, c'est surtout aussi un département. Et dans le cadre de ce département, pour tous les autres, il est prévu 50 milliards d'investissements, quoi. Donc il y a effectivement 1 milliard dédié aux Outre-mer, mais les départements dont fait partie la Guyane bénéficiera de l'ensemble des projets financiers prévus, à savoir pour la relance agricole, pour les énergies, donc pour le logement, pour la santé.
pour favoriser l'essor des entreprises, pour qu'elles puissent embaucher. Donc, 1 milliard, c'est peu quand même. Hein. D'euros. Ah, d'euros, d'accord. Juste une question également pour vous, Himana Gardé. Emmanuel Macron souhaite la mise en place d'une banque publique d'investissement. Vous l'avez dit hier sur le plateau télévisé. Dans quel sens elle va agir, justement, cette banque? Donc moi, c'est Himana Garbé. Hein. Garbé. Merci. Donc la BPI France, justement, donc c'est une banque publique d'investissement qui donnera accès aux entreprises locales à des fonds publics de façon à ce qu'elles améliorent leur trésorerie. Ainsi qu'elles pourront améliorer l'outil de travail et à travers ça, créer de l'emploi local. Elle vient en complément avec la caisse de consignation ou bien c'est un autre... C'est un autre outil qui peut être en complément des outils déjà que le pays a mis en place. Éric Minardi, Marine Le Pen s'est engagée à réformer la taxe de développement local, la TDL. Qu'est-ce que vous proposez exactement, sachant que la fiscalité reste une compétence du pays? Bonjour à tous d'abord. J'ai eu la chance de pouvoir, avec Marine Le Pen, donc faire un programme pour la Polynésie, puisque le programme pour l'outre-mer est déjà bien préparé. Et Marine Le Pen avait prévu l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer n'est possible que dans les départements d'outre-mer. Donc je me suis permis de rajouter pour nous, Polynésiens, de réformer la TDL, car cette taxe est souvent une taxe de confort et parfois elle bénéficie à des grosses structures locales et pas suffisamment à la population. C'est le programme de Marine Le Pen ou celui d'Éric Minardi? Les deux ont été validés par Marine. Thierry Alpha, vous êtes d'accord avec Éric Minardi qui dit que la taxe de développement local est une taxe de confort? Je pense qu'elle sert beaucoup certaines entreprises aujourd'hui à protéger leurs produits par rapport à un marché qui est relativement petit. Mais comme l'a si bien rappelé Éric, c'est le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie qui aura la main et qui a la main pour réformer notre fiscalité. Évidemment que tous ces plans de relance doivent passer par une adaptation ou voire même une innovation fiscale pour la Polynésie. Et il n'y a pas besoin d'un président de la République pour le faire en Polynésie. Il faudra qu'on s'y attache, nous, avec les entreprises, avec la Chambre de commerce, et valider cela dans les prochains mois. Éric Minardi, Marine Le Pen, voix grand pour les territoires et départements français, avec un ministère d'État de l'Outre-mer, de la mer. Et pour la Polynésie, elle va plus loin, avec un pacte de pays associés. Dites-nous en plus sur ça. Alors, d'une part, il est vrai que depuis maintenant des décennies, l'Outre-mer a un peu été abandonné par les différents gouvernements que nous avons eus, de droite comme de gauche, et certains des départements ou certains territoires, comme le nôtre d'ailleurs, ont souvent été mis un petit peu de côté. Certains ne connaissent même pas ni la Polynésie, ni l'Outre-mer, et je suis désolé de le rappeler, mais lorsqu'on pense que certains candidats voient la Guyane comme une île, cela pose un problème. Donc aujourd'hui, ce grand ministère de l'Outre-mer, puisque aujourd'hui le ministère de l'Outre-mer est rattaché au ministère de l'Intérieur, aujourd'hui nous voulons faire un grand ministère de l'Outre-mer avec une université de la mer, et nous voulons donc impliquer aujourd'hui l'État français dans cet Outre-mer. Alors Jacques Briand, est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Minardi lorsqu'il dit que les départements, les territoires d'outre-mer ont été mis de côté? Est-ce que Benoît Hamon s'engage à les remettre dans les sillons de la République? S'il suffisait de dire Yaka Faucon, ça se saurait depuis très longtemps. À tel point que lorsque l'on met dans une campagne présidentielle que la future présidente de la République va s'occuper de la fiscalité de la Polynésie, de la TDL, c'est la même méconnaissance que Macron concernant la Guyane. C'est le même niveau de nullité. Ça veut dire que les personnes qui ont organisé le discours de Le Pen, sur cette possibilité de faire croire à tous ceux qui nous écoutent, que c'est Marine Le Pen qui va décider concernant des compétences purement territoriales, se foutent le doigt dans l'œil, vulgairement, c'est comme ça que ça se dit. Donc il faut qu'on arrête de positionner ce débat présidentiel comme si c'était des enjeux locaux. L'économiste, le ministre ou le soutien de Fillon aujourd'hui l'a rappelé, c'est une compétence du pays, et rien que du pays. Mais en termes de développement, aujourd'hui, je me suis prononcé à plusieurs reprises là-dessus. Dans l'un des éléments constructifs qui a fait que Europe Écologie Les Verts s'est associé avec le Parti Socialiste, c'est la migration écologique
et c'est la migration énergétique. Aujourd'hui, la Polynésie, pour relancer son économie, a absolument besoin de maîtriser. Aujourd'hui, nous sommes dans une dépendance complète avec le pétrole. Or, on connaît maintenant des opérations, notamment l'énergie thermique des mers, qui peut être utilisée comme étant un programme dans le cadre de l'activité universitaire pour former nos futurs cadres. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous avons des sociétés du pays. Et lorsque nous étions en responsabilité, nous avons travaillé avec des sociétés japonaises, donc du privé. Ensuite, nous avons intégré dans cette opération l'ancienne société française en charge des chantiers navals pour faire avancer l'énergie thermique des mers. La migration énergétique aujourd'hui pour la Polynésie, c'est d'abord une orientation de la future majorité du pays, à l'intérieur du pays, parce que c'est un choix du pays, et solliciter, et là la DEFISC aura toute sa place. Les orientations concernant la DEFISC doivent être portées sur des actes de développement, notamment la problématique de l'énergie. Alors, on va laisser répondre Eric Minardi et Hemana Garbe. Eric Minardi d'abord. Oui, Jackie, d'abord, il faut se calmer quand on est sur un débat comme ça. Il faut se calmer. Arrête de répéter ta fiche programme en faisant croire que la TDR, ce n'est pas de Marine Le Pen. Ce que je constate, c'est que devant toi, il n'y a pas de programme du tout. Oui, je fais comme tout le monde, je mémorise, j'ai un cerveau, donc, ça sert à ça. Ce que je constate aussi, c'est que... Et si tu es à un doute, tu vas dessus Internet, tu auras l'ensemble... Je les ai, j'ai regardé le programme d'amont. J'ai regardé le programme d'amont, il n'y a rien sur l'outre-mer, il n'y a que les départements... Mais il faut arrêter de retourner tes pages systématiquement avec ton programme, parce que ceux qui nous regardent, ils vont... Jackie Briand, on laisse la parole, on laisse tourner la parole. Et Eric, allez, vous pouvez répondre, Eric Minardi. Ensuite, Hemana Garbe. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le pays associé. Il n'a jamais été écrit dans le programme de Marine Le Pen que l'on créera un pays associé. En tout cas, vous avez déclaré que vous étiez favorable. Moi, personnellement, je peux parler, Jackie, je t'interromps pas, moi, lorsque tu parles. Ah bon, merci. Prends un cachet, bois un coup d'eau, calme-toi. Il y a de l'eau, Jackie. Voilà. Moi, personnellement, j'ai dit que aujourd'hui, il faut réformer le statut. Voilà. Et Marine Le Pen, donc, l'a confirmé. Il faut réformer le statut. Réformer le statut, aujourd'hui, nous permettra une évolution de notre Polynésie. Vers un pays associé au statut. Vers un pays associé ou un pays d'outre-mer, disons-nous. Mais on est déjà un pays associé par les lois que nous votons. Nous ne sommes pas un pays associé. Mais non. Arrête de dire tout et n'importe quoi. Il y a 3 semaines sur ce même plateau. Jackie, une question pour vous. Jackie, ça va vous calmer. Une question. Qu'est-ce qui s'excite dans cette affaire-là? Une question pour vous. Il n'y a que ceux qui nous écoutent. Une question. Qui ont besoin. Hemana Garbe d'abord. Vous avez été pris à partie par Jackie Briand. Oh, mais je ne me sens pas du tout senti visé. Hein. Non, mais je vais rebondir sur ce que Jackie a dit sur la notion écologique. Dans le programme d'Emmanuel Macron, la transition écologique et énergétique, pour eux, c'est un défi de ce siècle. Permettez-moi de réagir là-dessus. François Hollande est au pouvoir depuis 5 ans en matière d'énergie nouveau. Il n'a pas tellement agi, que ce soit en France ou en Outre-mer. Excusez-moi de vous le dire. Oui. Mais on ne le soutient pas. Donc ce que tu dis concernant les énergies nouvelles, c'est une compétence du pays. C'est pas la compétence du futur président de la République ou de la présidente. Mais il faut des moyens et les moyens nous les avons pas. Pourquoi tu me coupes maintenant quand je parle? Donc tu arrêtes de me faire croire que je suis excité et parallèlement à cela tu te calmes pas. Donc je reviens à la proposition que l'État ensuite vienne porter avec le pays en accompagnement, en allègement de fiscalité par la DEFISC. Il n'a pas beaucoup porté François Hollande. Votre candidat Emmanuel Macron faisait partie de son gouvernement, vous également. Votre groupe Écologie Les Verts était dans le gouvernement de François Hollande. Ils n'ont pas trop parlé de ce que vous citez en ce moment. Alors, il faudra que tu regardes tous les travaux qui ont été réalisés par Ségolène Royal, parce que c'est elle la ministre de la chose, et tu verras que ta fiche doit avoir quelques petits trous. Et à ce niveau-là, relis tout le travail qui a été fait par Ségolène Royal. Et Emmanuel Macron a appliqué un programme du président national qui n'a pas pu supporter. C'est bien pour ça qu'il a quitté. D'accord. Thierry Alpha, il est resté 1 an quand même. Thierry Alpha. Non, 2 ans. 2 ans. Ce que nous souhaitons, nous, dans le cadre de ces présidentielles, au-delà de soutenir François Fillon, c'est de faire comprendre à l'État, puisqu'il y aura bien un président de la République demain, ou une présidente, excusez-moi, c'est de repositionner la Polynésie au niveau de l'administration métropolitaine, parce que pour le dire de manière plus
plus neutre. La Polynésie fait partie d'un océan Pacifique qui bouillonne aujourd'hui. La diplomatie économique, la diplomatie active de la France doit s'intéresser encore plus au Pacifique. Et nous avons la chance, nous, Calédoniens et Polynésiens, d'être aujourd'hui dans ce monde qui intéresse le monde de l'économie bleue, le monde de l'économie de la transition énergétique, le monde de l'économie de la biotechnologie verte. Et la Polynésie demande à ce que la France demain apporte son expertise pour transformer notre économie et réussir. Être entendu par François Fillon ? Pour l'instant, c'est lui qui est en face de nous pour nous écouter et porter le message que souhaite le gouvernement, en tout cas le Tapura Huiratira, puisque c'est à travers Tapura Huiratira que nous organisons notre relation avec François Fillon. Mais quel que soit le président, il faudra garder ce cap. C'est transformer le lien avec la France sur les atouts polynésiens qui sont océaniques, tropicales et naturels. Je te rassure, Emmanuel Macron a très bien entendu, parce que ces points-là sont dans son programme aussi, sur la transition énergétique. Vous avez remarqué, les commentateurs politiques, là, que tous les candidats sont devenus écolos. C'est fou. Ils nous ont cogné dessus pendant des années en nous traitant, oui, vous êtes que des associations, oui, vous êtes là à remettre en cause. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un pour se faire sérieux qui dit, nous aussi, on a mis dans notre programme la transition écologique, la transition énergétique, enfin quelque chose qui ressemble à l'économie. Oui, mais la transition énergétique a un coût. Comment on fait pour y arriver, Jacques Briand ? Quand l'État français décide de mettre combien de milliards pour son armement nucléaire ? Dites-le nous. Oui, dites-le nous, 400 milliards pour l'armement nucléaire. On ne lui demande pas de mettre autant dans l'armement nucléaire, on lui demande simplement que pour la Polynésie, la problématique de l'énergie thermique des mers doit être portée par l'État. Nous avons fait une estimation en termes d'exploitation, d'investissement et d'exploitation autour de 27 milliards CP. Autour de 27 milliards CP. Cette démarche doit être portée avec le concours. Et c'est un choix que le pays d'abord doit donner comme une orientation. Parce que c'est une compétence du pays. L'État, quel que soit le président qui va s'asseoir avec sa majorité, ne pourra pas imposer à la Polynésie ce choix-là. Mais nous sommes persuadés, à écouter les discours des soutiens des uns et des autres, que c'est quelque chose qui va aller de plus en plus loin dans les années qui vont venir, parce que c'est une nécessité pour les entreprises, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous. On sait très bien qu'aujourd'hui, la chaleur qu'il fait dans nos foyers, on a des températures à un tel niveau que ça devient de plus en plus insupportable. Donc c'est la clim qui fonctionne. C'est un ensemble de paramètres qui va avoir un effet, ce qu'on appelle les effets dominos. Thierry Alpha et ensuite Éric Minardi qui souhaitent sur ce sujet de l'énergie thermique des mers. Bon, je pense qu'on n'a pas attendu le débat présidentiel de l'élection présidentielle pour travailler sur ce sujet. Et notre ami Jackie le sait. Il y a DCNS, donc une grande société avec des actions de l'État. Le pôle mer de Bretagne et le pôle mer de Toulon s'intéressent à cette solution pour la Polynésie. Il y a des discussions qui avancent avec le cluster maritime. Donc c'est juste pour assurer les auditeurs et les internautes que ce sujet ne va pas démarrer grâce à une élection présidentielle. Bon, il est vrai que le plan de financement n'est pas évident à boucler, mais notre gouvernement et des privés, je ne veux pas les citer, s'intéressent déjà à cette solution. Les sites ont été identifiés. Il y a 2 sites à Tahiti, autour de l'île, qui ont été identifiés pour positionner le projet. Et puis on verra dans les mois qui viennent. C'est vrai qu'il faut peut-être un déclic politique au niveau de l'État, mais la Polynésie est déjà engagée dans ce grand sujet. Alors Éric Minardi, est-ce que Marine Le Pen est prête à ce déclic politique ? Bien sûr, je voudrais dire que on est tous écologistes quelque part au fond de nous. Et pourquoi l'écologie aujourd'hui tourne à 2 ou 3%? C'est parce que vous êtes comme une pastèque, vous êtes vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Si vous n'aviez pas fait de politique, si vous n'avez, non, mais je n'ai rien contre les agriculteurs. Je voudrais dire à ceux qui nous regardent, qui sont agriculteurs aujourd'hui, vous avez malheureusement ce côté. Maintenant sont les agriculteurs. Merci Jackie de laisser parler. Le temps de parole aujourd'hui,
Jackie, il n'y a que vous qui le prenez. Donc laissez-moi parler. À 40, non, c'est bon. Allez-y, Eric Minardi, explicitez votre métaphore. La métaphore, c'est qu'aujourd'hui, les écolos, malheureusement, l'idée est bonne. Au départ, tout le monde est écologiste. Tout le monde a envie que nos mers ne soient pas polluées. Tout le monde a envie que nos terres soient fertiles. Le problème, c'est qu'ils ont fait de la politique et que la politique, malheureusement, ils se sont un peu trop rapprochés du Parti socialiste, du Parti communiste. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui... Mais si on se rapproche du Front National, ça, ce sont des bons écolos. Le Front National n'a jamais gouverné jusqu'à présent. Donc vous avez gouverné. Tous autant que vous êtes, vous avez gouverné. Et qu'est-ce que vous avez donné? En plus, toi, tu as été ministre, je crois. Bon, donc c'est bon. Tu sais que c'est pas une campagne territoriale, c'est une campagne présidentielle. Oui, mais on parle beaucoup d'État et de territoire en même temps, parce que de toute façon, tout est lié. Et lorsqu'on veut développer, justement, toutes ces énergies nouvelles et autres, il nous faudra des fonds qui viennent de l'État, et il nous faudra une défiscalisation. Et c'est pour cela que je demande, disons, aujourd'hui, à ce qu'on mette en place un agrément local, au moins jusqu'à 2,4 milliards. Parce qu'on va essayer de couper des espoirs. Non, mais depuis tout à l'heure, on va changer de sujet parce que le réchauffement climatique, ça réchauffe un peu le studio. On va calmer un peu ça avec Heymana Garbe. Une proposition d'Emmanuel Macron. Votre chef nous dit qu'il faut débattre. Et quand nous on débat, vous nous dites qu'on s'excite. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous chauffez trop le plateau. Mais tout le monde doit participer au débat. Sinon, ce serait une messe. Il y a Heymana Garbe qui, j'imagine, veut débattre. Oui, j'ai pas fini sur les énergies. Il ne faut pas oublier qu'en Polynésie, au niveau des énergies thermiques, il y a une technologie qui est maîtrisée en Polynésie. Les énergies thermiques, c'est pas que la production d'électricité. Il y a aussi le SWAC qui sert à produire du froid ou autre. Donc ça, c'est déjà une technologie qui est maîtrisée par la Polynésie. Et à mon sens, même, elle peut être leader mondial sur cette technologie. Il faut arriver à le promouvoir à l'étranger. Ça a coûté des milliards au pays, ce projet de soi, qu'on ne va pas revenir dessus, Heymana. Pour l'instant, il y a beaucoup d'entreprises privées qui le maîtrisent. Je dis que la maîtrise de la technologie, elle est en Polynésie. Comment Emmanuel Macron peut accompagner cette mise en œuvre de cette technologie? Là, c'est une promotion à l'international. Donc là, c'est mettre en relation à travers déjà les territoires d'outre-mer, repérer les sites où cette technologie pourrait être développée. On ne peut pas la développer partout. Il faut qu'il y ait des critères techniques précis. Mais rien que ça, en Outre-mer, on pourra le développer. C'est déjà un sens important. Je vous propose qu'on passe à la suite de notre débat. On va s'intéresser à présent à notre deuxième thème. Nous allons à présent parler santé avec entre autres le RSPF, le régime de solidarité qui doit être réformé pour résorber son déficit. Thierry Alpha, aujourd'hui la contribution de l'État est de 1,4 milliard, mais il y a des conditions. Pensez-vous que la contribution de l'État puisse changer avec François Fillon? En tout cas, nous présenterons un dossier pour pérenniser ce soutien de l'État directement dans le financement de notre protection sociale, et notamment pour les plus démunis, puisque la Constitution française nous met au même niveau d'égalité entre tous les citoyens de la République. Et deuxièmement, il y a le premier dossier du dossier très important de l'indemnisation des victimes du nucléaire. Il y a ce dossier du remboursement éventuel des frais qui ont été supportés par la CPS pendant quelques années. Un dossier existe, et je tiens à remercier tous ceux qui se sont battus historiquement, et notamment les syndicats et le CESC d'une certaine époque qui avaient présenté un premier dossier. Maintenant, il faut le finaliser pour le soumettre au prochain gouvernement et signer dans un pacte de stabilité et de développement le soutien de l'État dans notre PSG. Heymana Garbe, le soutien de l'État pour la PSG, est-ce que c'est garanti avec Emmanuel Macron? Il ne va pas revenir dessus ou autre, c'est pour le simple principe qui est acté, mais j'aimerais revenir surtout sur la nécessité toujours de renflouer les caisses. C'est peut-être un côté intéressant à un moment donné, mais il faut porter une réflexion sur limiter le nombre de malades. Si on a moins de malades, la caisse, le trou sera moins important. Pour que les gens soient moins malades, il faut qu'ils aient une meilleure alimentation. On a la chance d'avoir mis l'agriculture sur place, et j'espère que dans le programme d'Emmanuel Macron, l'agriculture prendra de manière écologique un point important. Il prévoit d'arriver à alimenter les cantines scolaires qu'à 50% de produits bio. Donc il y a une volonté forte dans le programme d'Emmanuel Macron
d'apporter une meilleure qualité alimentaire. Et si les gens sont mieux nourris, ils seront moins malades. Et forcément, derrière, il y aura moins de caisses au niveau des dépenses de santé. Il y aura moins de trous. Éric Minardi, Marine Le Pen a déclaré dans son programme qu'elle promet que l'État reprendra sa place dans le financement du RSPF. Aujourd'hui, l'État contribue à hauteur d'1,4 milliard. Quelle sera la contribution de l'État si Marine Le Pen est élue? Déjà, au minimum, de revenir à la situation que l'on avait avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 3,5 milliards. Et Marine Le Pen souhaite, je vais le lire parce que comme ça je vais pouvoir, disons, développer, investir massivement dans les infrastructures de santé publique et privée, que nos étudiants puissent se soigner correctement, que les mutuelles prennent mieux en charge les soins dentaires et ophtalmologiques, ça c'est sur l'ensemble donc de son programme, et c'est le programme national, dont les 144 propositions dont on parle jamais sont ici, et qui sont quand même intéressantes aussi à lire. Il est scandaleux que les Polynésiens reçoivent de la France par personne, et là je vais encore faire hurler Jackie, mais une contribution à leur santé inférieure à celle des étrangers en situation irrégulière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étranger en situation irrégulière touche plus qu'un Polynésien qui aujourd'hui est français à part entière et qui souvent souffre, car nos étudiants, particulièrement les étudiants polynésiens, lorsqu'ils doivent se déplacer en métropole ou ailleurs, ont souvent de grandes difficultés pour se faire soigner. Et comme si nous le pensons, l'État, si Marine Le Pen bien entendu est élue, l'État remboursera les frais engagés pour le fait nucléaire, car aujourd'hui c'est la CPS qui les paye. Je pense que nous pourrons remettre. Non, il y a. Alors, certains disent 50 milliards, d'autres disent 25 milliards. Il faudra, disons, voir ça avec la CPS, car aujourd'hui ça représente quand même quelques dizaines de milliards. Et je pense qu'on pourrait remettre la CPS à flot grâce à cet argent-là. Voilà donc, en gros, ce que nous proposons pour la santé des Polynésiens et des Français en général. Jacques Briand, que propose Benoît Hamon en matière de santé? Là aussi, c'est comme les problématiques qui ont été soulevées tantôt. C'est une compétence du pays. Cette compétence du pays, on dit à l'État, et peu importe le futur président, ça c'est ma compétence. Par contre, vous passez à la caisse et tu aboules la galette. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est à l'État de payer les 3,5 milliards qui avaient été signés. Dans ces conditions-là, il faut que tu arrêtes d'écrire des bêtises et de faire dire à ta future présidente. Son vocabulaire. Parce que c'est ça. Il faut arrêter de faire écrire. Tu n'as aucun programme. Mais je peux te donner un peu de mon cerveau si tu as un problème de mémoire. Oh là là, tout ton cerveau, franchement. Ensuite, tu coupes la parole. Je veux bien, adressez-vous aux auditeurs qui nous écoutent. Adressez-vous aux auditeurs. Je m'adresse aux auditeurs, mais je ne peux pas laisser entendre que l'État doit être comme si il n'y avait pas la compétence du pays. C'est une compétence du pays. On va analyser. Je finis ma démonstration. Je finis ma démonstration. Allez-y rapidement. La CPS, il y a 3 régimes. Il y a 3 régimes. Non, il y a 3 régimes. Il y a une qui pose problème aujourd'hui parce que le nombre de personnes salariées, quand ils n'ont plus cette couverture parce qu'ils sont dans une entreprise, se retrouvent systématiquement dans l'autre. Ce qui fait qu'on est en train de plomber la couverture universelle et notamment cette branche particulière. Que l'État intervienne pour prendre en charge le temps que le pays... Parce que c'est un problème de relance de l'activité économique du pays. C'est là le cœur du débat. Et c'est là le cœur de la discussion qui doit venir pour les prochaines années. Comment fait-on que l'État rembourse la CPS pour le fait nucléaire, tu es d'accord ou pas? Parce que là, on parle de l'État, on parle d'une élection présidentielle, on n'est pas au territorial, Jackie. Ne parle pas à mon nom, Éric Minardi, parce que doucement, messieurs. Oui. Vous savez, ceux qui aujourd'hui essaient de mettre un costard d'antinucléaire depuis ce matin, enfin, on en a eu pendant des années qui nous ont insultés sur cette affaire-là. Vous n'avez pas fait grand-chose, hein. Oui, aujourd'hui, si la loi Morin a du sens, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent de décéder pour quelques-uns, d'autres qui sont sur leur lit de mort, et vous n'avez aucun scrupule à reconnaître le boulot qui a été réalisé. Tout comme vous êtes contre les Arabes, tout comme vous êtes contre les agriculteurs, tout comme vous êtes ceux qui ont décédé. Merci, Jackie. On va laisser la parole à Thierry Alpha. Vous voulez pas que je développe mon idée? Il n'y a que toi qui parles. Arrêtez, c'est pas un débat à 2, c'est un débat à 4. Nous avons des auditeurs, respectons-les. Thierry Alpha, un petit mot sur le domaine du RSPF en Polynésie, comment l'améliorer? C'est déjà à travers la première loi de pays qui a modifié l'organisation de ce régime et
qui a été modifié un an après sa promulgation. Ensuite, il faut créer de l'emploi dans notre pays. Jackie avait raison. Jackie a raison, mais tout gouvernement, son combat, c'est de créer de l'emploi pour éviter le chômage et l'emploi assisté. On a des CAE, mais ce n'est pas la finalité, avoir un CAE aujourd'hui pour un jeune. Et donc moi, et bien que je parle que de mon domaine, les ressources primaires, les ressources agricoles, naturelles de la Polynésie sont les meilleurs atouts pour développer ces emplois, pas que dans l'emploi direct, mais dans l'emploi de la transformation également. Et puis la recherche-développement, et c'est là où on a besoin de l'État. La recherche-développement, à travers la valorisation des brevets, de la connaissance, permettra également de créer de nouvelles filières en Polynésie. Alors, Himana Garbe, il y a un thème qui fait polémique en ce moment, c'est notamment la question de la légalisation du cannabis. Emmanuel Macron est plutôt favorable à la dépénalisation du cannabis. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Ça calme, hein? Et à mon avis, tu n'es pas très à jour. Ça a changé. Ah, ça fait le moment qu'il a changé. Voilà. Bon, il est contre la Oui, il est contre. C'est ce qu'on a dit. Voilà, Ouais, je pense que ça peut clôturer le débat. Non, il est vous vraiment avez une position, contre. Aujourd'hui, Ouais. quelle est votre position sur la dépénalisation, la légalisation du cannabis? Mais pour Emmanuel Macron, il n'est pas prévu de le rendre légal. Hein. Mais le cannabis en question, si effectivement il y a une plante qui est celle d'origine, qui était effectivement une drogue qu'on pouvait classer éventuellement douce, mais il y a des modifications génétiques de cette plante qui fait qu'il y a une nouvelle variété, font que le pourcentage de produits hallucinogènes est multiplié par 10. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler vraiment de drogue douce à ce niveau. Hein. Donc Emmanuel Macron est totalement contre. C'est Benoît Hamon peut-être qui était pour Jackie. Bien sûr, et c'est cohérent entre la prohibition qui aujourd'hui nous amène dans des situations, mais alors qu'on ne contrôle plus. La prohibition aujourd'hui développe des marchés parallèles, voire avec une organisation internationale qui s'appelle la mafia. Jackie, est-ce que l'on va continuer, oui ou non, à rester en se cachant les yeux sur la prohibition? C'est-à-dire on autorise la culture, la vente, c'est-à-dire la légalisation, au même titre que toi, tu fumes, enfin je suppose, j'imagine que tu bois de temps en temps de la bière. Qui est-ce qui en pas? Tu es presque comme un religieux qui ne boit que le dimanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays, qui a la compétence à ce niveau, doit organiser la production, la mise sur le marché, au même titre que la bière. C'est le pays qui va dealer dorénavant? Oui, vous pouvez prendre la chose avec autant de mépris, mais lorsque vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont dans une situation, et les familles à ce niveau-là, vous pouvez pas prendre comme si c'était du mépris la proposition que nous faisons. C'est pas dealer, c'est simplement organiser quelque chose pour tenter de lutter contre des réseaux aujourd'hui qui nous tuent la vie dans nos quartiers, dans nos établissements scolaires. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous allez en Californie. Tu auras le même temps de parole, ils sont chronométrés. Regarde. En Californie, aujourd'hui, c'est devenu la première ressource et la première recette de l'État. La troisième chose, combien de gendarmes aujourd'hui, combien de policiers sont mobilisés à aller faire les quartiers, alors que leur boulot à eux, c'est de s'occuper et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La sécurité des personnes et des biens. Alors, Éric Minardi, faut-il organiser le commerce du cannabis? Personnellement, et Marine Le Pen aussi, est contre ce commerce. Mais il est vrai que le cannabis, dans certaines thérapies médicales, peut apporter. Lorsque, par exemple, il semblerait que lorsque l'on est un traitement contre le cancer, que la chimiothérapie, après donc le cannabis pourrait éventuellement, dans ce cadre-là, être utilisé. Maintenant, comme je le disais dernièrement en plateau, les produits, et là je rejoins, disons, Emmanuel Garbe, les produits qui sont employés aujourd'hui pour faire pousser le cannabis sont encore plus toxiques que le cannabis par lui-même. Et les engrais qui viennent directement des États-Unis sont un véritable poison, encore plus que le cannabis lui-même. Vous êtes connaisseur du sujet, hein, Éric Minardi. Je ne fume pas de cannabis. Non, je ne dis pas ça. De simples cigares, des Habana, des Cohiba, mais pas de je cannabis. ne dis pas ça. Un petit mot, Thierry Alpha, sur ce sujet. François Fillon et Tapura Huiratira est totalement contre la légalisation et la dépénalisation du commerce ou de la vente de cannabis. Bien sûr qu'il faut se battre pour éviter que nos jeunes générations continuent et ne connaissent que ce type de plaisir. Et donc il est important d'avoir une vraie politique de la famille, de la jeunesse dans notre pays, l'accès au sport
et la prévention sont nos solutions. Et maintenant, on a compris votre position, Jackie. Alors, une dernière question pour vous sur ce sujet. Oui, à la légalisation du cannabis, ça veut dire que vous êtes directeur d'école. Hein. Des programmes sur le cannabis également à l'école, ça veut dire ça également, en tant que directeur? Mais pourquoi on continue à se voiler, c'est juste une question. Et son jeu de mots avec le Front National, pourquoi on continue à se voiler la face sur des problèmes de société qui aujourd'hui... Il n'y a pas une seule famille aujourd'hui où la question n'est pas posée. Il n'y a pas une. Et la seule réponse que l'on dit, c'est prohibition, prohibition, prohibition. Enfin, il faut qu'on arrête. Il faut prendre... Après, je ne dis pas que c'est la solution. Mais à l'indifférence, en France, 40% de consommateurs. Vous allez dans les pays où on a autorisé, comme la Suède ou le Danemark, c'est 28% de consommateurs. Donc il y a une différence, il y a un effet. Merci beaucoup, messieurs. On m'avait dit que le cannabis, ça calmait. Apparemment, chez toi, ça t'excite. Hein. On va passer. Je vous propose au troisième thème Je vous propose, messieurs, qu'on passe au troisième thème de cette émission. Alors, le troisième thème, on va s'intéresser à l'éducation. Heymana Garbe. Les chiffres de l'éducation nationale ne sont pas très bons, il faut le dire. Que propose Emmanuel Macron pour redorer les chiffres de l'éducation nationale? Toujours sur une notion nationale. Donc, dans son programme, il cible principalement, dans les quartiers prioritaires, de revoir complètement la constitution des petites classes, celles où on a les premiers apprentissages de la langue, de l'écriture, des mathématiques, où on va réduire le nombre d'élèves. Un enseignant pour 12 élèves. Et assurer les bases sereines. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants, petite classe, échec, eh bien on les fait passer. Et ils vont passer d'année en année en accumulant de plus en plus de lacunes. Mais vous dites qu'un enseignant pour 12 élèves, est-ce que vous pensez que c'est faisable quand aujourd'hui, en moyenne, il y a pour une petite classe 25 élèves par classe, on peut passer de 25 à 12? C'est justement ça le challenge. C'est d'avoir, pour un enseignant, moins d'élèves. Donc il sera beaucoup plus disponible pour chaque enfant. Et assurer une meilleure réussite scolaire à l'enfant. On s'attaque vraiment au problème de l'enfant. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord qu'il est nécessaire d'avoir moins d'élèves par classe, mais comment est-ce qu'on procède? Il a prévu les emplois des effectifs au niveau des établissements scolaires. À Tahiti et à Montréal. On fait comment pour les Tuamotu qui sont des fois moins de 10 en classe? Mais là, vous confondez encore une problématique nationale d'une problématique de compétence locale. Et le programme de Macron cible bien des quartiers prioritaires. Maintenant, si le gouvernement local met en avant des quartiers prioritaires, on pourra demander les subventions nécessaires pour augmenter les effectifs. Mais dans l'absolu, comment on fait pour passer de 25 élèves, 27 élèves par classe? En augmentant les effectifs du personnel. Donc il faut plus de fonctionnaires? Il faudra plus d'enseignants adaptés à la meilleure petite répartition enfance. des enseignants. Il faut une meilleure répartition des enseignants. 20 élèves par classe maximum, une meilleure répartition des enseignants. Lorsqu'un enseignant est malade, qu'il y ait un quota suffisant d'enseignants pour les remplacer, une meilleure répartition des emplois dans l'enseignement, moins d'administratifs, plus d'enseignants. Je pense que là, on arrivera, disons, à des gens qui, peut-être, au bac, seront un peu plus armés pour aller en faculté. Thierry Alpha. Au niveau national, François Fillon a donné également une priorité au système éducatif, en mettant en place un plan contre l'illettrisme, et il faut le dire, beaucoup de jeunes Français, et encore en Polynésie... En même temps, ils souhaitent supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires. C'est 500 000 répartis sur toute l'administration publique. Et, il a un plan pour augmenter le nombre de gendarmes, les moyens de la justice seront augmentés. Et dans l'éducation, il y a une priorité qui est donnée aux jeunes classes, et notamment la lutte contre l'illettrisme et l'adaptation des programmes par rapport à la régionalisation du système éducatif. Donc l'enseignement dans des langues et les langues polynésiennes seront privilégiés. Merci messieurs, c'est la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir participé à ce débat plutôt intense. Merci à Gilles Tautou, merci à ceux qui s'activent en régie, merci à vous les auditeurs, les internautes de nous avoir suivis. La campagne de la présidentielle se poursuit en radio, en télé et sur Internet jusqu'au 22 avril prochain, date du premier tour de cette présidentielle. Merci à vous.